Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séquence à part que nous allons consacrer cette fois-ci à Frankenweenie, sorti en 1984 et réalisé par un encore inconnu Tim Burton. Ce dernier était employé dans les années 1980 chez les studios Disney en tant qu'animateur, notamment dans des productions comme Rox et Rookie, The Fox and the Hound sorti en 1981. Cependant, le style esthétique très prononcé et personnalisé du jeune artiste ne se combinait pas toujours avec celui du studio Grandes Oreilles, et Burton sentait qu'il allait falloir voler de ses propres ailes et réaliser ses propres courts-métrages aux tonalités beaucoup plus personnelles, gothiques et expressionnistes, hérités des films de monstres américains des studios Universal des années 1930, des œuvres britanniques issues de la Hammer ou de la littérature d'Edgar Allan Poe, ou des gialli italiens avec l'inventivité de réalisateurs tels que Mario Bava, Dario Argento ou Umberto Lenzi. Parmi ses premières productions, deux œuvres vont attirer l'attention des producteurs sur le nom de leur créateur, Tim Burton. Vincent, court-métrage fait en stop-motion, en noir et blanc, au fort relent autobiographique, sorti en 1982, et Frankenweenie que nous allons sculpter dans cette vidéo. Et le terme « créateur » n'est ici pas anodin. Cela va être à la tête de gondole des principales réflexions que va nous inspirer cet autre court-métrage. Frankenweenie est une relecture du film Frankenstein, réalisé par James Whale et sorti en 1931. Il en prend les moments les plus marquants, comme nous allons souvent le constater. Ce court-métrage raconte l'histoire d'un jeune garçon, le bien nommé Victor Frankenstein, petit cinéaste amateur à l'occasion, qui vit tranquillement avec ses parents aimants et son chien de compagnie, le très attachant Sparky, dans un quartier typique suburbain. En s'amusant avec son chien, le jeune Victor lance une balle pour que Sparky la rattrape, mais la balle traverse la route, et le chien se fait malheureusement écraser et décède suite à cet accident. Le jeune Victor, attentif à un cours de sciences physiques, trouve une solution pour faire ressusciter son chien, afin de ne plus vivre dans ce deuil douloureux. Par la configuration du court-métrage lui-même, la séquence à part que nous allons étudier semblera logique pour celles et ceux qui auront déjà visionné ce film, mais de cette évidence naîtra une réflexion que nous espérons intéressante. C'est donc le moment de l'expérience physique créée par Victor pour tenter de faire revivre Sparky. Commençons par l'évidence. Cette scène est d'abord un pastiche de la séquence célèbre du Frankenstein de 1931. Il est évident que c'est un film de chevet pour Burton, et celui-ci s'est lancé donc le défi de reprendre des gimmicks aujourd'hui connus du plus grand nombre. Victor Frankenstein sonne exactement comme le personnage du roman de Mary Shelley et du personnage interprété par Colin Clive. C'est le créateur de la future créature. Le jeune garçon en a quasiment les mêmes attributs et sa machine expérimentale comprend des techniques fort ressemblantes. Ce qui va se jouer ici, c'est la création et ou la recréation. Victor est un enfant, plein d'imagination comme son précédent avatar dans Vincent. Par déduction, comme l'enfant qu'a sûrement été Tim Burton, ou tel qu'il le fantasme. Mettre l'enfant en tant que créateur, cela va faire partie d'un processus obsessionnel. Généralement, un enfant seul qui joue dans sa chambre tente de recréer des postulats qu'il a vus, lus, appris. Si l'on a la chance d'avoir connu une enfance entourée de jouets divers variés, nous allons utiliser tous nos accessoires du quotidien pour les adapter à notre imagination. Si nous possédons des voitures, nous pourrons recréer des poursuites ou des arrestations. Si nous possédons des figurines ou des poupées, elles vont devenir des personnages, de héros ou de méchants. Nous prenons nos commodes pour des montagnes, notre lit pour un paysage. Tim Burton, ce tout jeune cinéaste, va reproduire Frankenstein. Il se sert de cette idée et décide de nous la rendre crédible par le biais d'un protagoniste enfant. Regardons comment il met tout cela en place. Victor descend de son échelle, qui lui a servi à ouvrir le Velix du grenier. Le film respecte l'esthétique du noir et blanc afin de retraduire l'atmosphère du cinéma des années 1930, voire du cinéma muet des années 1920. Par définition, le contraste est beaucoup plus travaillé. Les éclairs de la foudre, les lumières des lampes sont bien visibles, les simili-échelles de Jacob sont bien en place et aident fortement à poser le rythme et l'ambiance voulue. C'est donc dans le grenier de sa maison que Victor va faire son expérience. Le grenier va donc se transformer en un laboratoire scientifique. Un laboratoire scientifique utilisé comme une chambre d'enfant, où les objets vont prendre une apparence et une fonction différentes, mais cohérentes, par rapport à l'action de la séquence. Dans ce lieu hybride, constitué donc par un enfant, nous pourrons voir un aquarium dont l'eau ici va servir de conducteur d'énergie. Un plan rapproché taille, quasiment de profil, montre Victor face à cet aquarium, en avant-plan. Puis en arrière-plan, le corps couvert de Sparky au centre. Victor regarde en haut. Avec ce plan, le regard du personnage se tourne vers le haut. On y décèle donc le trajet espéré de l'électricité du haut vers l'aquarium vers Sparky. Troisième plan.
On continue avec les accessoires d'enfants, cette fois-ci les cerfs-volants, dont une en forme de chauve-souris, accentuant l'hommage au film Monstre Universal avec Dracula de Todd Browning, sorti la même année que le Frankenstein déjà cité, et préfigurant un certain Batman qui arrivera sur les écrans 5 ans plus tard. Cerfs-volants qui reprennent l'idée de la célèbre manière dont Benjamin Franklin a découvert l'électricité, expérience qui a changé à tout jamais l'histoire de notre humanité. Après les cerfs-volants, c'est le véhicule traditionnel de notre enfance qui prend notre rôle. Le vélo sert de transmetteur d'énergie. A noter que la bicyclette sera l'objet de toutes les convoitises dans le premier long-métrage de Burton, Pee-wee's Big Adventure, sorti un an après ce court-métrage, qui était déjà une relecture lointaine du magnifique Le voleur de bicyclette, Ladri di biciclette, de Vittorio De Sica, sorti en 1948. La table à repasser, le support du corps qui s'apprête à revenir d'entre les morts, la balançoire de nos jardins et le pilier qui tient les chaînes et fils de la machine, le couvercle de poubelle devient partenaire pour concentrer les étincelles entre deux ampoules de lampe de chevet standard. Les chevaux de bois utilisent leur balancement comme une dynamique énergétique. Le grille-pain nous rend compte de l'avancée de la puissance que nous recevons. L'horloge qui tournait dans tous les sens s'arrête sur le chiffre 9, qui est souvent utilisé comme un symbole de l'accomplissement final. En numérologie, le chiffre 9 peut signifier également la fin d'un cycle, propice aux réalisations. Avec un tel chiffre, l'expérience s'achève et le bilan amène le résultat tant espéré. Contrairement au personnage principal du Frankenstein 1931, Victor n'est pas un savant fou. C'est un enfant qui transforme son quotidien en lieu d'expérimentation, qui veut guérir de son chagrin imposant. Le laboratoire est une pièce de l'endroit où il vit et devient moins un lieu de conquête orgueilleuse qu'un espace de réparation affective. Le tout début du film montre un petit film projeté réalisé par Victor. Il le montre à ses parents et à ses amis. Que voyons-nous? Le titre du film, Monsters from Long Ago, des monstres d'un ancien temps, renvoie aux monstres que Burton va réutiliser dans son propre court-métrage ici la créature adaptée par James Whale. Il est même mentionné que c'est Sparky qui joue le monstre d'un ancien temps, comme il va l'être dans l'intrigue. Victor y reproduit une imagerie de ce qu'il a déjà ingurgité, des vieux films d'aventure avec des dinosaures, des volcans, un héros courageux. Pour créer son film, Victor s'est servi de ses propres accessoires et les a utilisés pour d'autres fonctions. Les maniques de sa maman, jouées par l'attachante Shelley Duvall, sont des T-Rex. Ses jouets de dinosaures aux figurines sont des personnages animés, son chien, le monstre. Sur un autre registre dramatique, c'est exactement ce que va refaire Victor avec son expérience. Il prend des objets du quotidien, il s'est inspiré de ce qu'il a appris au cours de sciences physiques, il s'est tout réapproprié. Avec son film, il était un créateur de fiction. Avec son expérience, il était un créateur de vie, ou plutôt un recréateur de vie. Burton nous montre que l'acte de création, c'est l'art de créer ou de recréer quelque chose de vivant, qui comble un manque, qui alimente une passion, qui complète nos sens et nos émotions. Burton a créé un film en recréant et adaptant un autre film préexistant qui raconte l'histoire d'un jeune créateur qui va recréer un être vivant. Ce rapport métaphysique va sembler devenir une obsession chez le réalisateur qui va, en tout cas dans ses meilleures œuvres, retravailler ses influences, les digérer pour pouvoir trouver sa propre personnalité, trouver sa singularité. Il est d'ailleurs intéressant de noter que 28 ans plus tard, rien à voir avec le film de Danny Boyle, le cinéaste décidera de faire un remake du même nom, en stop motion. Juste au moment où sa carrière va curieusement stagner, et il n'aura plus trop de reconnaissance critique et cinéphile, et ce Frankenweenie de 2012 demeure à mes yeux comme son dernier film le plus intéressant à ce jour. Sans doute parce que Burton ne cesse de revenir à ses amours passés ou perdus, nostalgique probablement d'un état de grâce qu'il avait déjà obtenu dès ses débuts, poursuivant jusqu'au plus beau de ses films. Un état de grâce que nous pouvons voir naître sous nos yeux, notamment dans cette séquence, décidément à part.